loin de la guerre qui oppose les confessions religieuses, au niveau du choix de l'animateur principal de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, nous parlons bien du président du bureau. Quelques candidats sont en lice avec une expérience avérée, avec un bagage formidable, et même un cursus académique séduisant. Mais les chefs religieux sont en train de se tirailler. Nous croyons qu'ils vont arriver justement à dégager un consensus en traitant les critères pour désigner au niveau de la composante confession religieuse les critères tels que définis par les textes légaux pour l'animateur principal de cette instance ou de la centrale électorale. Ces critères sont-ils objectifs? La réponse tout à l'heure. Nous réfléchissons à haute voix avec un acteur important de la société civile. C'est une femme, Zouzou Bouzouné, connue de beaucoup des Congolais, surtout depuis le début du processus électoral. Zouzou Bouzouné est avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup. Zouzou, vous êtes consultante en gouvernance. Alors, mais beaucoup qui vous suivent savent par où vous êtes passé. Très engagé encore dans la société civile. Bien sûr, je suis toujours engagée et je reste engagée. Voilà, et à l'époque de Malou Malou, vous avez été dans plusieurs formations organisées à travers le pays, dans le cadre du processus électoral. Dites-nous concrètement, les confessions religieuses, c'est la première question. Vous avez l'espoir qu'ils vont trouver justement l'homme du consensus? L'espoir, je pense oui, parce que ce sont les hommes de Dieu. Et je peux dire, entre guillemets, différents des autres. Et je suis sûre qu'ils parleront les langages de Dieu. Et c'est le langage d'entente qui est, entre guillemets, appelé consensus. Et je reste convaincue qu'ils reviendront à la raison et qu'ils trouveront l'oiseau rare. Est-ce que cet oiseau rare, il est au pays, au-delà des appartenances ethnico-tribalo-claniques, c'est un peu ce qui commence à dicter les chefs religieux. Pourtant, pour la plupart, ils ont des gros diplômes, mais leur cordon ombilical reste sur les villages. Ça vous surprend un peu? Non, ça ne me surprend pas trop. Et ça peut aussi me surprendre parce que je pense que nous avons un dénominateur commun qui s'appelle la République démocratique du Congo. C'est ce qui nous lie à la RDC et les cordons ombilicaux qui restent des villages pour parler de l'ethnicisme, si c'est ce que vous avez voulu dire. Justement. Donc, je pense que c'est un faux débat. Donc, c'est vraiment à ramener les pays beaucoup plus bas. Réfléchir ethnie, réfléchir province et non, d'autant plus que nous sommes tous les Congolais, nous avons un pays et qui nous appartient à tous. Nous sommes Congolais et ce pays, c'est ça le centre d'intérêt de toute la population congolaise. Voilà. Alors, nous en venons maintenant aux critères. Votre regard, votre lecture personnelle, les critères principaux pour la désignation de l'animateur ou c'est lui qui doit diriger la centrale électorale? Oui, les critères sont définis dans l'article 12, alinéa 1er de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale électorale indépendante. Parmi ces critères, il y a l'intégrité, il y a l'expertise avérée sur les questions électorales et la crédibilité. Et je pense que ces critères sont tirés même de certaines valeurs morales. L'intégrité, la crédibilité, ce sont des valeurs morales qui doivent se trouver dans l'oiseau rare que nous sommes en train de chercher pour diriger la centrale électorale. Et donc, sur ces plans-là, je me dis que les critères sont purement et simplement objectifs, étant donné qu'ils sont définis par la loi. Ça n'a pas été des critères taillés sur mesure, et c'est des critères qui se trouvent dans ce qu'on appelle les valeurs, permettez-moi de les redire encore, les valeurs morales. Donc, ce pays a besoin d'avoir des hommes intègres, des hommes crédibles,
pour conduire un processus électoral et amener le pays au bon port. Parce que, comme vous le savez, par le passé, nous avons connu des processus ou des cycles électoraux chaotiques, tout simplement par la qualité des personnes qui ont animé la centrale électorale. Et donc, ça, c'est une opportunité que le pays doit saisir pour avoir quelqu'un qui ne va pas apporter les conflits durant tous les déroulements de ces processus électoraux. Voilà. Alors, si les 6 confessions religieuses sont en train de persister et signer concernant le choix qu'elles ont opéré, les 2 autres, il faudra les écouter, oui ou non. L'arbitrage du président de la République est sollicité. Quel est votre avis personnel en tant que membre de la société civile? Je pense que le chef de l'État, c'est le père de la nation. C'est le garant de la stabilité des institutions. C'est le garant de tout ce qui existe dans ce pays. Et donc, je pense que son arbitrage est toujours le bienvenu. En tant que membre de la société civile, je pense qu'il devrait écouter tout le monde, toutes les confessions religieuses, et essayer de les amener au bon sens et essayer de les recadrer un peu en tant que père. Et donc, il doit vraiment se mettre à la place d'un père qui a des enfants appartenant à une même famille, mais qui sont en train de s'entre-déchirer. Et le devoir de tout un parent, c'est de rassembler les enfants, de les écouter et de trouver un juste milieu. La matière est sensible, et puis il y a séparation des pouvoirs. Une matière sensible parce qu'il s'agit de l'animateur principal de la CENI. Est-ce que ça vaut la peine qu'il y entre? Le président de la République est au-dessus de tout. C'est lui le garant de la nation. C'est lui le garant de la stabilité des institutions dans ce pays. Et donc, étant au-dessus de tout, il a ce qu'on appelle une autorité qui lui permet de toucher à toutes les matières pourvu qu'il y ait la tranquillité, pourvu qu'il y ait de l'ordre dans le pays. Donc, je pense que peu importe la sensibilité de la matière, il a le devoir, en tant que garant de la nation, en tant que garant de la stabilité des institutions, de s'occuper de ces genres de situations. Parmi les candidats moins bavards et qui drainent une expérience en matière électorale avérée, on cite Nsapou Mokoulou, Paul, qui n'est plus à présenter aux Congolais. Le cas d'Eni Kadima est en train de faire déchirer les confessions religieuses. Nsapou est moins bavard, effacé. Est-ce que par rapport aux critères édictés par la loi, est-ce qu'il n'est pas quelque part quelqu'un ou un oiseau à repêcher? Pour la course, regardez un peu le bien, son parcours. Vous l'avez côtoyé au niveau de la société civile, surtout en matière électorale. Quel est votre... Je vous laisse le temps de pouvoir le juger par rapport aux critères. Merci beaucoup pour la question. Et d'abord, je commencerai à dire que M. Paul Nsapou, c'est un mentor pour moi. Et mon entrée dans la société civile après l'université, j'ai eu à bénéficier de beaucoup de formations de la Ligue des électeurs. Et lui, en tant que président de la Ligue des électeurs, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, s'agissant des critères, je pense que ça serait celui-là un oiseau rare parce qu'il se retrouve dans ces 3 critères. C'est un homme intègre, il est crédible et il a également l'expertise avérée de plus de 15 ans. Ça fait plus de 30 ans qu'il travaille sur la question électorale. Et comme tel, le président Paul Nsapou, ou M. Paul Nsapou, je l'appelle président parce que c'est la Ligue des électeurs, il a été mon président et il continue à gérer la Ligue des électeurs comme président du conseil d'administration. Nsapou. Voilà. Et donc, Paul Nsapou, c'est un défenseur des droits de l'homme, que vous connaissez bien d'ailleurs, et aussi un éducateur civique et électoral, ce qui fait de lui un acteur de changement, et qui est revenu, qui a accepté de se présenter pour arriver à redresser les processus électoraux et à corriger certaines erreurs.
Et Paul Sampou aussi, il incarne certaines valeurs morales qui sont citées dans l'article 12, alinéa 1er de la loi dont il est question ici. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas aller contre ses valeurs morales. Les valeurs qu'il incarne de par sa profession de défenseur des droits de l'homme et de l'éducateur civique et électoral, et à partir duquel il a pu former un nombre important de la population sur les questions des droits de l'homme, sur les questions des élections. Et également, il a eu à défendre un peu tout le monde, que ce soit les politiques, que ce soit les journalistes, dont certains peuvent en témoigner, et que ce soit... Bref, c'est un défenseur des droits de l'homme qui n'a pas de coloration, c'est un défenseur des droits de l'homme qui n'a pas de préférence, et donc il fait son travail tout en étant au milieu de tous. Et donc il s'est offert à la population ou au peuple congolais comme celui qui pourra redresser les processus électoraux et corriger certaines erreurs. Et également dans son actif, je pense que vous le savez mieux que moi, parce que à l'époque, c'est quelqu'un qui a assuré un nombre important de formations, non seulement aux observateurs électoraux, mais également au début du premier processus électoral, de quelques agents de la commission électorale et indépendante, à travers un certain nombre de modules de formation développés sur l'administration d'une commission électorale et sur les techniques électorales, et également sur l'animation, sur les thématiques liées aux élections, ainsi de suite. Et donc, c'est quelqu'un qui a une expertise avérée et donc qui répond justement aux critères qui sont définis dans la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. À mon sens, je pense que c'est celui-là, l'oiseau rare, c'est celui-là qu'on pouvait trouver, c'est celui-là, que le peuple congolais a trouvé pour diriger la centrale électorale. Et je pense que c'est celui-là qui permettra à ce que le pays ait des élections apaisées. D'autant plus qu'il a la maîtrise même de la commission électorale indépendante, de par, historiquement, parlant, si vous me permettez, le président ou M. Paul Sampou, président de la Ligue des électeurs, ou du conseil d'administration de la Ligue des électeurs, a eu déjà en 1990, avec l'ouverture démocratique dans notre pays, au sein de la conférence souveraine, a eu déjà siégé dans la commission comme étant expert électoral, après toute une série de formations que lui a suivies. Il a subi tout un temps de formations sur les questions des élections, et c'est cette qualité-là qui lui a permis de siéger déjà à la conférence nationale souveraine, et dans laquelle conférence une commission dite nationale électorale a été mise en place pour organiser des élections, mais qui composait à son sein plus de politiques. Et lui, M. Paul Sampou, s'est insurgé contre ça. Il a dit, mais tiens, on ne peut pas, pour un processus électoral qui se veut inclusif, laisser la société civile en dehors. Et donc, il a milité pour intégrer la société civile dans cette commission-là. Et par la stratégie qu'ils avaient mis en place, ils ont dédoublé une commission appelée Commission électorale et indépendante. Et c'est cette appellation qui est restée jusqu'aux assises de Sainte-City. Et donc, à mon sens, je pense qu'on lui doit même cette appellation-là. Et avec dominé par la politique, avec quelques deux membres, ou à part le président qui venait de la société, entre guillemets, politique et plutôt civile. Mais actuellement, on a 15 membres par l'animateur principal. La société civile, il débarque, ou il revient avec 5 membres aussi, plus le président, ça fait 6. Mais 10 sont des politiques, que ce soit au bureau, que ce soit à la plénière. L'ensemble, 10 membres. Les politiques, ça peut faire changer les valeurs, ça peut convertir les gens, parce qu'on aura géré des millions. L'affaire des élections au Congo, c'est des milliards, des millions. Et aussi l'influence des politiques, l'influence des partenaires, parce qu'ici au Congo, tout le monde a un mot à dire, même des partenaires qui ne représentent pas grand-chose. Alors, vous pensez qu'on peut garder ces valeurs jusqu'à quand? Je pense que ces valeurs sont liées à la personne de M. Paul Sampou. Ces valeurs sont liées à lui.
Et aussi, je voulais préciser une chose. Tout ce qui est politique n'est pas que mauvais. Vous êtes au Congo, vous connaissez le pouvoir de séduction des politiques. Il n'y a pas que des mauvaises personnes en politique. Tout comme dans la société civile, il n'y a pas que de bonnes personnes. Ça, on doit se le dire. Le fait d'avoir un nombre important de politiques, je pense que ça ne devrait pas être un handicap. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, nous avons tous un intérêt commun qui s'appelle le Congo. Et s'agissant des valeurs, et par rapport à ce que vous appelez la séduction du pouvoir, séduction de l'argent, je dirais qu'avec M. Paul Sampou, ça ne serait pas une première fois qu'il y ait quelque chose dans ce sens-là, c'est que vous venez de dire, le pouvoir de séduction de l'argent, parce que déjà, depuis 2005, 2006, il pouvait être quelque part, il pouvait diriger la commission électorale indépendante. Il a été sollicité et vu certaines antivaleurs à sa manière, il a refusé et c'est ce qui lui a poussé à partir parce qu'il a été même menacé, c'était au péril de sa vie. Et déjà du temps de la Deuxième République, avec la conférence nationale souveraine, il a été approché. Il n'a jamais cédé à toutes cette pratique d'anti-valeurs parce que s'il avait cédé aujourd'hui, il ne serait pas juste là, dans sa structure, en train de travailler comme défenseur des droits de l'homme et éducateur civique. Donc, ce n'est pas un homme qui affronte les réalités il choisit souvent la fuite. S'il y a des pressions politiques et qu'il est à la tête, je dis bien qu'il est à la tête de la CENI, alors si les pressions se multiplient, il peut également s'enfuir pour garder les valeurs. Je ne pense pas que c'est dans ce sens-là. Les contextes sont totalement différents. Maintenant, nous avons une ouverture. On a une ouverture et nous avons quand même les animateurs des institutions qui sont très ouvertes et qui sont réceptives, qui acceptent les changements. Et M. Paul Sampou n'a jamais baissé les bras. Si il est parti, c'est juste parce que le contexte politique de ces moments-là le voulait ainsi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a arrêté de travailler sur le Congo. Il a travaillé d'ailleurs plus sur le Congo en étant là où il était, parce qu'il a eu beaucoup plus de liberté. Il a continué son travail en tant que défenseur des droits de l'homme. Il a continué à encadrer les structures et des organisations de la société civile à travers ses interventions à l'étranger, qu'il a fait d'ailleurs brillamment. Et il est resté en contact avec tout le monde. Il était présent dans l'actualité et il est resté. Et je pense même que ce qu'il faisait là, c'était encore beaucoup plus grand. Et s'il fallait même attenter à sa vie de l'autre côté, ça pourrait se juste parce que là, il ne mettait pas des gants. Il a parlé, il a défendu, il a continué à travailler. Ce n'est pas un homme qui a choisi la fuite, mais c'est juste le contexte qui a édicté ça. Et mais voilà. À l'heure actuelle, excusez-moi, permettez-moi de continuer mon idée. Et de par son indépendance d'esprit, et M. Paul Sampou, c'est quelqu'un qui peut affronter n'importe quelle politique, peu importe le nombre qu'il y a dans le bureau, le nombre, les chiffres numériques dans le bureau, lui en tant que société civile, et un membre qui sera là, plus les politiques qui sont au-delà. Et donc c'est quelqu'un qui au niveau de l'Assemblée plénière. Alors, voilà. L'homme est passé par... il a un cursus qui est potable, oui, qu'on peut vérifier. C'est d'abord... il est issu des parents fidèles de l'église presbytérienne dans le Kasaï central. Actuellement, Kasaï central, mais dans les temps, c'était le Kasaï oriental. Il est passé par il a été formé par les écoles catholiques. Lui-même, il s'est frotté à la prêtrise. Et puis, c'est un homme qui a été beaucoup coaché aussi par des grands, donc un grand prélat. Et jusqu'à aujourd'hui, mais ça, il a voulu faire endosser sa candidature par les orthodoxes. Comment expliquer ce choix alors que lui-même, c'est un très proche des catholiques? Et voilà justement la grandeur d'esprit de M. Paul Sampou en tant que défenseur des droits de l'homme.
comme défenseur des droits de l'homme, il est ouvert à tout. Et donc, il ne s'enferme pas dans un carcan ou dans une idéologie religieuse quelconque. Et donc, il va partout où il peut aller, étant défenseur des droits de l'homme qui défend justement les valeurs humaines. Voilà l'ouverture d'esprit de M. Paul Sampou. Et c'est ce qui est alors, du reste. L'église orthodoxe ici, c'est catholique orthodoxe. C'est l'église orthodoxe copte. Mais pour la petite histoire, M. Paul Sampou n'est pas allé chez les orthodoxes. Oui. Il a été chez les réveils. Les réveils qui ont accepté de prendre sa candidature avec les évidences qu'il y a. Mais malheureusement, au fait, je cite les réveils pour vous dire combien il est encore grand et il a cette ouverture d'esprit en tant que défenseur des droits de l'homme qui va où le vent l'amène. Parce que le plus important pour lui, c'est d'être ouvert à tout le monde. Vous voyez. Et malheureusement, les réveils qui ont pris son dossier et qui lui ont même fait faire certaines interviews parce qu'il y a les évidences. Et moi, je pensais même que les journalistes sauteraient sur cette occasion pour poser des questions, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et les réveils n'ont pas présenté sa candidature. On ne sait pas qu'est-ce qui a été derrière ça. On ne sait pas pourquoi. Et certaines langues ont même nié qu'il n'avait pas déposé. Mais heureusement pour lui qu'il avait les évidences, qu'il a prouvé que ça a été... déposé, il est passé par toutes les étapes jusqu'à l'interview, mais la candidature n'a pas été sélectionnée pour être présentée au finish. Au fait, on parlait de l'interview, j'aimerais apporter quelques précisions ici. Lorsqu'il a déposé sa candidature au niveau de l'église de Réveil, ils ont voulu d'abord l'écouter pour s'assurer qu'il était dans les critères. On l'a écouté. Et on a compris qu'il était dans les critères. On a reçu la candidature jusqu'à ce que la plénière se tienne. Certains de ces églises de réveil continuent à soutenir qu'ils avaient l'unique dossier. C'était celui de M. Paul Sampou. Mais à la grande surprise de lui-même, Paul Sampou, le dossier n'a pas été présenté, soi-disant qu'il n'a pas été déposé quelque part. Parce que personne n'a dit pourquoi il n'a pas déposé. Mais à mon sens, je dirais qu'il y a des sous-entendus. Il y a des sous-entendus et bon, personnellement, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais monsieur, avec l'expertise que vous avez sur les questions électorales, avec votre intégrité, votre crédibilité et tout ce que vous avez fait pour ce pays, mais pourquoi vous n'avez pas été aligné? Lui-même a souri. Il a souri et il a dit, bon, alors... je pardonne à ceux-là qui ont fait ça, mais je sais que je serai justifié quelque part. Et Dieu merci pour lui parce que les évidences sont là. Et voilà, et donc il continue à se battre. Et donc nous restons convaincus. Personnellement, je reste convaincu que c'est le bon choix pour redresser les processus électoraux et pour recréer la confiance de la population à travers le pouvoir organisateur des élections. Qu'on se le dise, aujourd'hui, il y a comme une cassure. Le peuple n'a plus confiance à la centrale électorale de par tous ces processus chaotiques que nous avons connus par le passé. Et il est temps maintenant de redresser les choses, de corriger les erreurs et de recréer cette confiance pour permettre à la population d'aller dans des élections apaisées et non ces élections qui feront couler le sang, ces élections qui réduiraient la légitimité de certains animateurs. Est-ce qu'il y a encore une chance lorsque l'église de Réveil et les 5 autres, dont l'église kimbanguiste d'Ursis Letton, n'injurent que par le choix qu'ils ont opéré, et de l'autre côté les deux, l'église catholique romaine, représentée ici par Marcel Outemi et Bukundoa, pour l'ECC, l'Église du Christ, entendez par là les protestants, demandent un autre candidat, même du même espace linguistique ou géographique que celui choisi par les 6. Est-ce qu'il y a encore de la chance à ce stade?
Permettez-moi d'abord d'apporter un rectificatif. Je suis vraiment mal à l'aise à chaque fois que vous parlez de l'espace linguistique. Non, je dis c'est le choix, oui, c'est la demande qu'ils ont formulée, le deux. C'est ce qui a été dit, mais donnez-nous quand même un autre, même s'il est du même voilà, ça j'ai espace. entendu, mais j'avoue que je suis un peu mal à l'aise de par ce pays qui regorge un nombre important d'intellectuels et aller dans ces débats des espaces linguistiques. Je pense que les débats resteraient au niveau des critères. L'intégrité, c'est une valeur centrale très, très, très importante. Et si on parlait de l'intégrité, on resterait là. Je pense que les confessions religieuses reviendront à la raison avec l'arbitrage des pater familias, donc des pères de la nation. Et on appuie bien entendu au Parlement, donc les deux chambres réunies. Et je pense qu'il y a cette possibilité de corriger encore au fait des choses, de revenir au bon sentiment. Je pense qu'il y en a. Et il faut que les gens arrivent à mettre l'intérêt du pays avant toute chose au lieu de voir l'intérêt individuel. Et je ne vais pas entrer dans des débats que vous connaissez certainement bien, que vous ne voulez pas peut-être dire à haute voix sur les critères intégrité et crédibilité. Je note pas dedans, mais tout ce que je note, ce sont des critères qui caractérisent M. Paul Sapou et il mérite bien la tête de la centrale électorale, ne serait-ce que de par ces critères-là. Sans oublier l'expertise électorale qui est si avérée parce qu'il a fait ses preuves. Et même beaucoup de vos collègues journalistes, ce sont ses produits au travers la formation que lui a administrée sur les questions électorales. Il a fait ce qu'on appelle la pérennisation des parts à certains acteurs que nous voyons sur terrain. Et moi, je vous dirais que je suis un de ces produits parce que j'ai été formé au sein de la Ligue des électeurs sur un certain nombre de questions, se rapportant à la gouvernance, élections et droits de l'homme, ainsi de suite. Voilà. Et voilà, donc l'espace, on ne veut pas, vous ne voulez pas qu'on en parle, et beaucoup de Congolais n'aiment pas qu'on en parle. Il y a distinguo entre, dans cet espace, entre le Kasaï central, oriental, et il y a l'Omami. Donc on ne doit pas mettre tout le monde dans le même sac. Apparemment, Sapou sortirait de l'Omami, je dis apparemment. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est le contenu de la cervelle. Voilà, je pense qu'on devrait rester là. Et d'autant plus que moi, j'ai réfléchi par espace. Et pour la petite blague, beaucoup de gens n'ont jamais su d'où j'étais parce que je m'identifie en citoyenne congolaise. Et donc, je suis une Congolaise et je travaille pour l'intérêt de ce pays. Je vais où le vent m'amène. Et je suis allée dans toutes les provinces de ce pays. À un certain moment, j'étais presque portée disparue. C'est parce que j'étais en train de travailler en province qui n'était même pas la mienne. Mais j'ai travaillé en âme et conscience. Moi, toutes les provinces sont les miennes. Voilà. Ou sont miennes. Voilà. Voilà. Merci Zouzou Bouzoune. Je rappelle que vous êtes consultante en gouvernance. Vous êtes quelqu'un de très connu. Surtout dans ce processus électoral à l'époque de Malou Malou, Moulongo, Apollinaire. Et par la suite, c'était Ngoï Moulunda. Voilà. Non. Ngoï Moulunda et puis voilà, Nanga qui est en train de faire ses bagages. À très bientôt pour un autre numéro sur le processus électoral ou un autre sujet. Comme vous revenez au pays, donc à Kinshasa, on aura fait recours à vous. Très bonne suite de programme sur votre chaîne.